Salut à tous, bienvenue. Si vous aimez les artistes et le théâtre, eh bien restez avec nous, d'autant que vous allez avoir une vision particulière de l'Alia, de notre invité du jour, René Chénaud. Je pense que ça va vous plaire. En tout cas, moi, j'ai été agréablement surprise par son parcours. Bienvenue à René Chénaud. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. René Chénaud, bonjour. Bonjour Cathy. Alors on est ravis de vous accueillir parce que on va dire que vous avez une histoire et familiale et professionnelle vraiment intéressante. Et on sait combien il faut du courage aux artistes pour venir ici, voilà, nous rejoindre. Écoutez, il y a du cœur en tout cas. Dans le courage, il y a cœur et on vient avec cœur. On vient parce que c'est chaud et parce que c'est un pays où les artistes ont une place importante. Ok. Alors, vous avez grandi dans une famille qui était pas vraiment pro-Israël, plutôt d'Algérie, plutôt construite sur les valeurs de la France. Israël, c'était pas tellement le programme. Et pas très pratiquante non plus. Non, c'est une famille Tunisie-Algérie. Ouais. Pour ma mère et pour mon père, c'est une famille française de France et qui s'est construite sur les valeurs de la République, de la France, et pour qui le sionisme n'était pas au programme en fait. Okay. Même s'il y avait quand même chez ma mère une fascination pour Israël qui était présente depuis tout petit à travers la radio qui était sa grande ouverture sur le monde, et j'ai suivi tout petit en fait toutes les grandes actions d'Israël. Les grandes guerres, notamment la guerre de Kippour. Particulièrement les grandes guerres. En 73, j'avais 9 ans. Et j'ai tout suivi avec ma mère à la radio, et ça m'a énormément impressionné, énormément marqué. Et l'admiration qu'elle avait pour tout ce qui se passait, et l'empathie en fait, la sensibilité qu'elle avait, m'a énormément intrigué en fait, parce que c'était loin, c'était abstrait, et c'est ces émotions qui m'ont nourri. Mmh. Ça a fait le terreau de votre sionisme d'aujourd'hui, probablement. Exactement. Alors, vous avez été directeur de théâtre pendant de nombreuses années, tout d'abord à Antony, dans les années 90-95, et puis à Tremblay en France, entre 2000 et 2006. Oui. Voilà. J'ai été directeur, donc producteur, si on peut dire. Et puis, c'est ça, j'ai accueilli beaucoup de spectacles, accueilli beaucoup d'artistes. C'était mon métier, c'était d'accueillir des artistes et de remplir des salles. Et voilà, ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est que ce qui a été fort à Tremblay, donc dans le 93, c'est que j'ai vécu les années 2005-2006, la montée de Dieudonné, qui a été à un moment donné qui a créé une rupture à mon avis dans la société française. C'est en 2005, je crois, qu'il est passé sur Canal+ et qu'il a dit cette fameuse phrase terrible et horrible, et que tout le monde a pris à la rigolade, qui était Heil Israël, en faisant le salut hitlérien, donc ce qui était vraiment très profondément grave. Et j'ai vu les gens devant moi se partager, c'est-à-dire d'un côté ceux qui disaient non, c'est infaisable, c'est impossible, c'est honteux, et de l'autre côté d'autres qui disaient mais pourquoi on peut pas rire des Juifs, et pourquoi on peut pas rire de la Shoah, et pourquoi vous auriez la... Après tout, on rit bien des Belges, on peut bien rire des Juifs. Exactement. Et j'ai vu la France se casser en deux. J'ai vu une scission profonde qui s'est opérée à ce moment-là, et qui n'a cessé d'augmenter jusqu'à aujourd'hui. Pour vous, c'était une grande trahison, parce que le théâtre, j'imagine, c'est non seulement votre domaine, votre domaine professionnel, mais c'est aussi un lieu, en général, où on est libre, où on s'exprime, où on est vraiment soi-même. C'est ça. C'était difficile. Pour moi, le théâtre, j'y étais allé à l'âge dans mon adolescence, parce que c'était le lieu de la liberté d'expression, et on pouvait tout dire, et voilà. Mais ce tout dire, c'est aussi, en fait, à un moment donné, c'est libéré dans une incitation à la haine. Et j'ai senti, en fait, malheureusement, dans mon métier, en fait, que tout d'un coup, il y avait une espèce d'antisionisme j'ai senti que ce métier était particulièrement le lieu d'une expression antisioniste, voire antisémite,
parce que c'était toujours très voisin, en fait, les expressions antisionistes et antisémites, et que je me suis retrouvé au milieu de mon métier, en fait, mal à l'aise, très mal à l'aise, jusqu'à ne plus pouvoir m'exprimer moi-même, et jusqu'à raser les murs à certains endroits. Et alors, voilà. Non seulement ça, mal à l'aise, c'est plus que ça, parce que je crois que vous avez été menacé par les vigiles de la ville qui étaient censés protéger un peu les institutions. Alors ça, c'était l'expérience effectivement de Tremblay, donc dans le 93, lorsque vous étiez directeur du théâtre. Il y a eu la crise des banlieues en 2006, donc où le grand jeu donc des banlieues, c'était de brûler les voitures, de brûler les services publics, et le maire à l'époque de la ville, François Asensi, avait demandé aux responsables des services publics d'occuper les lieux pendant la nuit pour éviter les incendies. Et donc je passais mes nuits dans le théâtre à surveiller les cocktails Molotov qui s'étaient lancés sur... cocktails Molotov qui étaient lancés par vos élèves, en fait. Pas par des élèves, mais par des jeunes que je connaissais, voilà, qui étaient les jeunes de la banlieue, qui étaient les jeunes des quartiers, avec qui effectivement on était en dialogue permanent. Et c'est vrai que dans il y a eu une ambiance une tension, une ambiance de crise qui était très forte à ce moment-là, où il y avait des mots, des violences verbales qui étaient exercées. Alors moi, j'avais une autorité de directeur, donc j'étais obligé de dire tu fais pas ci, fais pas ça, tu restes là, tu sors, tu rentres pas dans la salle. Comme le gardien de l'ordre. J'étais gardien de mon théâtre, et puis pour moi un théâtre c'est un endroit qui a une aura et qu'il faut respecter. Donc mais c'est vrai que du coup j'ai subi des violences, des menaces. Oh ben j'ai eu c'est tellement violent que j'ai du mal à dire, mais on peut tout dire alors. Ouais. Mais c'est vrai que les mots qui m'ont le plus choqué, c'est quand il y a deux gars qui sont venus me voir et qui m'ont dit tu sais, les gars comme toi, on les met à Sarajevo, on les met dans un fossé, on les brûle, on leur met de l'essence dessus, on les brûle et on leur arrache les dents pour ne pas les reconnaître. Et ça, je suis rentré chez moi, ça m'a fait pas mal de nuits d'insomnie. Voilà. Et c'est vrai que ces violences verbales qui étaient répétées, continues à un moment donné, ça écrase l'individu, fibre par fibre, et ça donne envie de se taire, ça donne envie de... Alors quoi, vous ne disiez plus ce que vos élèves savaient, que vous étiez juif, vous ne disiez plus rien? Voilà, on sait pas s'excuser, mais presque, c'était baisser les yeux, c'était ne plus provoquer ce genre de prise de parole, parce que j'étais très isolé, j'étais pas en bande, j'étais pas en train de me défendre ni de vouloir polémiquer. Donc c'est vrai que c'était une situation que j'ai sentie après, dès que je suis parti de Tremblay pour vivre dans le 95, j'ai vécu d'autres choses, mais j'ai vu que toute la France s'enflammait, j'ai vu que on était passé, vous m'avez dit en préparant l'émission, c'était une espèce d'affaire Dreyfus à l'envers. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que à l'envers, dans le sens que la personne qui faisait polémique, le fameux que j'aimerais bien ne pas trop nommer, mais qui était Dieudonné, c'était pas un juif, mais tout d'un coup la France s'était scindée en deux, en fait. Et je voyais qu'il y avait et c'est vrai que Manuel Valls a été un moment très important, parce qu'il a pris les choses en main, et en disant c'est impossible de réagir comme cette moitié de France qui parle d'antisémitisme, etc. Mais malgré la bonne volonté de gens formidables comme lui, je pense que le problème est là et qui grandit. Justement, 14 ans après, parce qu'on est en 2020, vous pensez qu'il y a des juifs en France comme vous qui rasent les murs, qui ne s'expriment pas, qui se cachent? Je pense qu'il y a majoritairement... oui, c'est qu'on... Ils ne s'en rendent pas compte? On peut pas on peut pas, ils s'en rendent compte, je pense que on peut pas être en France complètement libre de sa spiritualité, libre de son identité culturelle juive. Voilà, est-ce que je souhaite... moi, j'ai des enfants qui vivent en France, et je crains pour eux. J'ai des appréhensions pour eux. Donc, ils ne peuvent pas s'exprimer librement sur leur identité. Alors, on comprend qu'à partir de cette période-là, il y a eu un bouleversement, un chamboulement chez vous. Vous avez commencé peut-être même à vous rapprocher de la communauté juive. Je ne sais pas comment ça s'est organisé. Oui, mais... c'est un peu un chemin spirituel déjà, et puis c'est aussi un chemin culturel. C'est-à-dire que j'ai évolué dans mon métier, j'ai ouvert une école de théâtre
dans le 95 et que j'ai appelé La Traversée. Pendant longtemps, vous l'avez gardée. Et qui a vécu pendant 12 ans et qui vit encore aujourd'hui parce qu'elle a été reprise par mes anciens élèves. Et l'idée, c'est une traversée, c'est de permettre à des jeunes de 3 ans à 18 ans d'aller vers une traversée de leur imaginaire, de leur corps, de devenir eux-mêmes. Et donc, en même temps que vous êtes rapproché de la communauté, vous avez fait Tchouva, vous avez monté cette école pour en fait proposer un parcours initiatique à d'autres. Exactement, un parcours initiatique, spirituel, de permettre à des jeunes ce que moi je vivais comme expérience spirituelle, qui était de revenir vers quelque chose de très profond, de très fort dans moi, et de leur donner des outils pour en fait faire progresser leur spiritualité. Mais ce que j'appelle dans le monde séculaire, on va dire les laïcs, leur personnalité, qui sont profondément d'aller à la recherche d'eux-mêmes. Et c'est cette école qui c'est une école, en 10 ans, j'ai eu plus de 1000 élèves, et cette école m'a donné en fait énormément de force pour aller vers Israël, parce que j'ai compris que en fait, il y avait rien de plus important dans la vie que de devenir soi-même et de se réaliser, quoi. Alors aujourd'hui, pour être soi-même en tant que juif, je pensais que c'est ici que ça se passe. Il y a d'autres moyens. Il y a pas. Pour vous, en tout cas, c'était ici. Pour moi, c'est pas un dogme. Hein. Je pense que chacun fait à bien sûr. Mais pour vous, pour moi, il y avait pas d'autre chemin. Il y avait pas d'autre chemin. J'avais en fait, un amour d'Israël qu'on m'a transmis. Hein. Ce sont aussi des personnes qui parlent, qui transmettent, J'ai reçu beaucoup. En fait, j'ai eu beaucoup de chance de recevoir beaucoup de choses. Et c'est vrai que à un moment donné, j'ai plus envisagé ma vie que ici. Ok. Voilà. Et mon projet ici, c'est de monter cette école La Traversée à Tel Aviv. On va bien sûr parler de votre projet professionnel, parce que c'est pas évident quand on est un homme de théâtre comme vous, avec beaucoup d'expérience, de se réinventer ici. Est-ce que vous parlez l'hébreu ou pas encore? Ani medaber ksat. Vous êtes à l'Ulpan? Avan Ani lomed ba'ulpan Gordon. Bravo. Non, après tout, vous êtes arrivé au mois de juillet, donc ça fait vraiment pas très longtemps que vous êtes là. Donc, vous espérez travailler en hébreu aussi? C'est dans votre objectif? Oui, alors donc dans cette école, il y a je travaille avec des Français essentiellement. L'école vous avez déjà monté votre projet? Donc, vous avez déjà la monté... traversée que je monte ici, donc au musée Gutmann à Neve Tzedek, et dans le sud en fait, dans Neve Tzedek et dans le sud de Tel Aviv. C'est un projet en français, donc des cours de théâtre en français, mais avec des mots en hébreu faciles. Hein. C'est-à-dire que pour moi, la traversée ici, c'est d'aller vers la langue. C'est-à-dire que être arrivé en Israël n'est pas, à mon avis, un point d'arrivée, c'est un point de départ. Et faut continuer le chemin. C'est là que ça commence en fait. C'est quand on atterrit que le job commence, à mon avis. Et que il faut, en fait, c'est comme une conversion, mais au niveau émotionnel. C'est-à-dire que quand j'ai préparé mon alia, j'ai fait 10 salons de l'alia, on m'a dit l'argent, le médecin, le ça. Mais le truc qu'on m'avait pas préparé, c'est le côté émotionnel. C'est-à-dire qu'en fait, on est, je pense, dans l'alia submergé par des émotions. On vit tout le temps des choses très fortes. Et que la langue, si on n'a pas la langue et l'accès aux Israéliens pour partager, pour échanger nos émotions, à ce moment-là, je pense qu'on rate quelque chose d'essentiel. Ok, mais c'est très joli ce que vous dites. Comme quoi, on a vraiment besoin d'artistes dans ce pays pour exprimer avec des mots complètement différents, ce que les esprits cartésiens expriment autrement. Et c'est vrai que c'est vraiment très joli, très joliment dit. Si je peux dire quelque chose sur les artistes, justement, Cathy, c'est que en fait, je m'attache beaucoup à l'histoire artistique en Israël parce que elle est mal connue en fait, mais les artistes en fait sont moteurs au niveau de la création de cet État. On connaît bien l'histoire économique, militaire et politique d'Israël, qui est surtout une histoire très masculine, mais il y a une histoire artistique qui est masculine-féminine. Importante je travaille notamment autour d'une artiste qui s'appelle Hannah Maron, qui est une grande artiste israélienne de théâtre, et ces personnes-là ont
inventé l'État, en fait. Les architectes ont inventé les rues, les artistes ont inventé la pratique de l'hébreu, les artistes de théâtre, et je crois que être dans ce pays, c'est avant... Et puis bon, le grand rêveur qui a rêvé Israël s'appelle Herzl, et c'est un auteur de théâtre, un metteur en scène, donc il a travaillé, il a écrit un opéra, il a écrit des pièces de théâtre. Donc ça vous permet de vous trouver des points d'attache? C'est pour ça que je suis là. Disons que c'est par identification à tous ces gens qui ont été si forts en invention, en imagination, que j'ai fait ce chemin jusqu'ici. Et je pense que le pays aujourd'hui, c'est aussi un pays qui est en création, et faire son alia, c'est s'inventer, se réinventer et apporter des choses ici. Vous comptez bien sûr apporter des choses, vous comptez aider les adolescents qui ont du mal, non seulement parce qu'ils sont tout simplement adolescents, mais parce qu'ils ont une double culture, ils ont du mal à se trouver, à se poser. Donc en faisant du théâtre dans votre école qui s'appelle La Traversée, peut-être que ça pourra les aider. Je ne sais pas. Alors les adolescents, donc c'est vrai, je fais un atelier pour les 6-13 ans. Mais j'ouvre un atelier adulte, j'ai envie de le dire aujourd'hui. Allez-y. Parce que ça va se passer ici à Kalita, et c'est le lundi à 19h30. On commence lundi prochain. Et toujours cette idée de travailler entre deux langues. Par exemple, je disais que en hébreu, pour dire le visage, on dit panim, on dit un pluriel. Donc en fait, en hébreu, on a plusieurs visages. Et au théâtre, on a plusieurs visages, en fait. Alors que en français, visage, c'est visage. Voilà. Point. Quand on va dire une personne en français, on va dire gouf en hébreu, on va dire un corps. En fait, la personne française, elle se dit, la persona, c'est celle qui est derrière le masque, comme l'hypocritesse au théâtre. C'est on se définit par qui on est derrière l'apparence. En hébreu, on est gouf, on est un corps, on est entier, on est depuis les chaussures jusqu'au poil des cheveux. Ça vous parle. Et en fait, traverser la langue, c'est super important parce que on connecte avec d'autres émotions. Ouais. Alors, en tout cas, moi, je voulais vraiment vous souhaiter bonne chance. Je vous remercie vraiment d'avoir témoigné parce que je trouve que c'est important de faire un petit retour arrière sur cette période très chargée de l'histoire de France qu'on a passée. Voilà, c'était important d'avoir aussi le ressenti des gens qui ont traversé cette période pour nous qui n'étions pas en France à cette époque-là. Donc ça, c'était touchant. Et puis voilà. Puis on a envie de dire avec vous, bienvenue aux artistes francophones en Israël. Pas facile, mais on peut y arriver. Alors vous avez une phrase aussi, juste ce sera celle que je vais choisir pour clôturer l'émission, parce que quand on monte en Israël, on fait des choix. Ça plaît pas toujours à tout le monde. C'est parfois mal compris. Et donc vous avez dit, on a du mal à accorder aux autres la liberté qu'on ne s'accorde pas à soi-même. Voilà, comme ça, si on vous rue dans les brancards, vous aurez une réponse toute faite. Merci René Chénaud, et Batzlacha pour la suite. Merci beaucoup. De rien. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.